chacun avec leur prisme, pouvoir commenter et aller un petit peu plus loin dans la réflexion sur cette place de la vape dans la société. Donc à côté de moi, François Bec, vous dirigez l'OFDT, l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies. Anne Borgne, médecin addictologue, et vous présidez le RESPAD, donc Réseau de prévention des addictions. Et Françoise Godel, psychologue, vous suivez une formation en tabacologie et vous avez créé un groupe Facebook qui s'appelle « Je ne fume plus ». Et donc un groupe d'entraide et d'information pour les personnes qui tentent d'arrêter de fumer. On a vu donc la place de plus en plus importante de la vape, mais qui s'accompagne quand même de beaucoup de questions. On voit que les utilisateurs sont un petit peu perdus et ceux qui envisagent éventuellement de se tourner vers la cigarette électronique ont l'air de se poser quand même encore beaucoup de questions et d'avoir des doutes là-dessus. C'est peut-être d'ailleurs aussi parce qu'il y a beaucoup de doutes exprimés par un certain nombre de professionnels de santé. Anne Borgne. J'avais compris que la question était pour moi. Oui, alors je suis désolée parce que j'ai déjà parlé ce matin, donc je vais essayer de ne pas me recouper ou en tout cas de dire la même chose que ce que j'ai dit ce matin, d'être cohérente avec moi-même. En effet, on l'a un peu évoqué, les professionnels de santé, les médecins en particulier, mais aussi tous les professionnels de santé sont quand même assez partagés avec aussi pour eux un discours contradictoire véhiculé et dans les médias et dans la presse scientifique courante, on va dire, et ils vont pas forcément chercher le sujet dans des articles plus approfondis, comme l'a fait Daniel Thomas, qui nous en a fait un commentaire tout à l'heure, et que donc du coup, ils véhiculent pas forcément le bon message envers les usagers de tabac qu'ils rencontrent, et que le message donc qui devrait être véhiculé vers l'ensemble de ces professionnels de santé devrait être sur la réalité de ce qu'on connaît aujourd'hui et plus positif en faveur de la cigarette électronique. J'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, c'est pour ça que je bafouille. Ah oui, si, je discutais à la pause de ce midi avec quelqu'un qui est dans la salle et qui me disait, mais finalement, même les professionnels de l'addictologie, donc les équipes dans l'Exapa, sont pas très au fait de ce qu'est la cigarette électronique, ont le même niveau d'information souvent que la population générale, et même quand ils pensent que c'est un outil qui pourrait être utile pour leurs usagers, vous êtes là, on en parlait tout à l'heure, sont incapables d'expliquer comment ça fonctionne, comment il faut faire, où est-ce qu'il faut aller, à quoi ça sert, quels sont les résultats connus aujourd'hui, et donc répondre je sais pas. Et quand un professionnel de santé répond je sais pas, l'usager n'a pas envie de s'engager avec un outil pareil. Donc voilà la nécessité de passer des messages vers les professionnels de santé. Et juste, je vais raconter un débat par mail qui a eu lieu il y a 15 jours au RESPAD. On a un groupe de travail qui fonctionne en ce moment, qui se réunit, mais aussi beaucoup par mail, des échanges par mail, sur la refonte de nos outils hôpital sans tabac. Donc on est en train de refaire ce travail-là. Et il y a eu, pour ceux qui sont dans le groupe de travail et qui sont dans la salle, un échange de mails entre une tabacologue, donc pneumologue tabacologue, et quelqu'un de la vape du cœur. Et il y a eu des échanges mais qui étaient d'une violence écrite, avec une incompréhension de la part de l'un et de l'autre, et la tabacologue qui interrogeait sur les financements de la vape du cœur, mais est-ce que finalement vous n'êtes pas financé par l'industrie du tabac? Enfin, on voit bien, et pourtant c'est une professionnelle de santé, et c'est un bénévole de la vape du cœur. Donc on voit bien le niveau de désinformation auquel on est en ce moment. Donc ça c'est quand même un point essentiel, effectivement. Je rappuie à chaque fois, pardon. Donc effectivement, il est essentiel que les professionnels de santé soient déjà eux-mêmes bien au courant si on veut effectivement que les bons messages soient véhiculés ensuite auprès des utilisateurs potentiels. Donc Françoise Godel, vous qui animez ce groupe Facebook, donc vous vous avez des échanges avec beaucoup de gens qui veulent arrêter de fumer. Ils s'interrogent beaucoup justement sur l'intérêt de la cigarette électronique. Bien sûr qu'ils s'interrogent, bien évidemment. Quand vous êtes un fumeur, et je crois que beaucoup d'entre vous dans la salle, et moi aussi, j'ai été fumeuse, quand on souhaite arrêter de fumer, on se pose des questions et on cherche de l'information. Et on va chercher de l'information auprès de ses pairs, auprès de gens qui sont passés par là, auprès de professionnels aussi. On va chercher sur Internet, on cherche un peu partout, auprès de son médecin traitant. On fouille. Et ce qu'on entend, c'est un drôle de regard quelquefois des autres, parce que c'est ça aussi la vape dans la société, et ça on l'a tous entendu. On va entendre, c'est une cigarette de substitution. Mais tu sais que c'est pire que fumer.
On va entendre des messages qui sont de la désinformation totale. Ça donne le cancer. Et puis, arrêter avec plaisir alors qu'on a péché. Vous imaginez? Où va-t-on? Etc., etc. Vous connaissez bien ce genre de discours. Hein. Moi, je rencontre des gens qui vont dire j'arrête avec la vape. Est-ce que ça compte quand même? Est-ce que je suis en sevrage quand même? Dites madame. Comme s'il y avait cette question de la légitimité du sevrage. Et pour moi, ça, c'est essentiel dans le regard qu'une société peut poser sur le sevrage, sur le tabac et sur l'arrêt de ce tabac. Comme s'il y avait des façons d'arrêter qui étaient meilleures que d'autres. Et ce sont les usagers qui posent cette question. Est-ce que je suis légitime si j'arrête? Est-ce que c'est arrêté quand même? Donc cette question est essentielle et suppose une information, voire une éducation. Et là, on est pile poil et vraiment au sein d'une question de santé publique. Et il faut s'en emparer. Qui s'est emparé de cette question de santé publique? Ce sont les usagers avant tout. C'est vous qui êtes dans la salle, avant tout au départ. La vape, ça a été les usagers, pour les usagers et avec les usagers, avec des gens qui s'engageaient. Moi, je les appelais les militants de la vape. Et j'en connais personnellement dans ce groupe. Dans le groupe que j'anime, qui tous les jours viennent informer des gens. Je les salue ici. Voilà. Avec des conseils, avec de l'expérience. Et on avait quelque chose qui se passait du conseil de type sanitaire, parce qu'il s'agit bien de santé, qui ne se passait plus ni dans les officines, ni dans les cabinets de médecins. Madame l'a dit tout à l'heure, mais dans des shops. C'est pas rien un shop. Et là se pose aussi la question, on en a parlé ce matin, de la formation des professionnels de la vape, quels qu'ils soient vendeurs de e-liquide, de vapote ou de cigarettes électroniques. Je déteste ce mot parce qu'on est vraiment, vous voyez, dans le glissement. La cigarette électronique, c'est comme la clope. Hein. Donc chez les vendeurs de vaporisateurs personnels ou chez les professionnels de santé, qu'ils soient médecins, dentistes, infirmières, sages-femmes, parce que c'est une question tous les jours. Sur le groupe, on a des questions de femmes enceintes qui disent « je fume et on m'a dit de continuer à fumer 3-4 clopes par jour pour ne pas passer à la vape ». Tous les jours, on voit ça. De l'information, de la formation, il faut former les gens. Ensuite, on parlait de cette communauté. Et bon sang, cette communauté, elle a un sens, elle a un vrai sens. Je pense qu'il faut continuer à développer, à appuyer, à aider les communautés de personnes, d'usagers qui soutiennent, qui informent, qui guident, qui accompagnent les autres usagers. Pourquoi? Parce que ça fait la différence. Je pense qu'il faut continuer ce travail d'accompagnement des personnes qui souhaitent arrêter de fumer. Je ne parle pas pour nous. Je parle pour tous les fumeurs qui se posent aujourd'hui des questions, pour tous les fumeurs qui lisent les articles, qui nous font rire ou sourire de façon un peu amère, mais qui, eux, leur font peur. Ceux-là, nous, on les croise tous les jours. Vous avez vu hier sur le groupe, 3 fois, il est sorti l'article. 3 fois. Voilà, donc de l'information, de l'accompagnement, de la formation, au sens plein du terme, et aussi, et c'est peut-être là le cœur de ce qu'on appelle la vie sociale et de la place de la vape dans la sphère sociale, réfléchir tous ensemble à cette nouvelle façon d'arrêter de fumer, qui est une façon de quitter le tabac aussi digne que toute autre façon. Aussi digne. Hein. Arrêter de se poser des questions sur comment limiter, mais beaucoup plus comment accompagner, comment permettre, comment développer, et enfin, comment prévenir. Parce que pour moi, la cigarette électronique ou le vaporisateur personnel, c'est aussi un outil de prévention pour l'arrêt du tabac. Pas simplement un outil d'arrêt, d'accompagnement de cet arrêt, mais de prévention. Et on peut, du coup, dans toute cette sphère sociale, traverser l'arrêt et le sevrage tabagique avec la prévention, l'arrêt, l'accompagnement et la sortie du tabac.
Et ça, c'est une histoire de politique, c'est pas une autre histoire. Et on est tous concernés, parce qu'on est tous citoyens. Les politiques publiques, on y reviendra plus tard, hein. Voilà. François Bec, les incertitudes qui pèsent aujourd'hui sur la cigarette électronique, c'est vraiment problématique. Du coup, ça entraîne beaucoup de confusion. Alors les incertitudes, déjà, il y en a de moins en moins quand même. Pour un produit qui est assez récent, on voit, et qui est surtout en totale évolution, on l'a évoqué un petit peu ce matin, le consensus est devenu vraiment fort autour d'un niveau de dangerosité qui est très très bas. Donc très lisible pour le grand public. Et qui n'est pas encore très lisible parce que tout ça est très récent. Et comme il y a une controverse qui, elle, est en partie politique aussi, du coup, la lisibilité est un peu difficile. Et ça rejoint des choses qu'Astrid a évoquées sur des controverses. Et quand on regarde, là, il y a une très belle sociologie un peu ethnographique que fait Astrid. Et probablement, il y aura un intérêt à faire aussi une sociologie de l'organisation de cette question de société. Parce que quand on voit comment elle est discutée aux États-Unis et en Angleterre, par exemple, c'est vraiment des structurations très différentes. Il y a des niveaux d'usage très différents. Et donc ça, il faudrait aussi que la science politique et la sociologie se saisissent de ça pour qu'on arrive à faire mieux avec ce produit-là. Alors, si je reviens un petit peu sur mon champ, qui est plus l'épidémiologie sociale et la sociologie, là où l'étude d'Astrid nous apporte beaucoup dans une zone qui est encore assez incertaine, assez floue, c'est sur cette question à la fois des motivations et des trajectoires. Nous, à l'Observatoire, on fait plutôt des enquêtes de type quantitatif, donc soit des cohortes, soit des enquêtes transversales. Donc on arrive à quantifier les choses, à voir par exemple que l'effet passerelle dont on a un petit peu parlé est assez rare à l'adolescence, enfin qu'il y a très peu finalement de jeunes qui commencent par la cigarette électronique. On y rentre en moyenne plus tard que dans le tabac. Donc ça, des choses comme ça, on arrive assez bien à les identifier. On quantifie le nombre de personnes qui ont réussi à arrêter, qui ont réussi à diminuer. Là, on est moins bon, c'est sur une question qui est pourtant centrale dans les addictions, qui est cette question des trajectoires, ce que Howard Becker, le sociologue, appelait la carrière de l'usager, et qui est extrêmement importante parce que c'est celle qui nous dit on n'est pas dominé par son addiction, on est dans un processus au cours duquel on a rencontré un produit, on va en rencontrer d'autres, on rencontre des gens, on est dans des situations, et donc tout ça, c'est une trajectoire. Et celle-là, il faut bien reconnaître que quand on fait de l'épidémiologie avec des données quantitatives, c'est un peu plus difficile à observer. Donc, et là-dessus, l'étude d'Astrid Fontaine est vraiment importante. On a bien vu toute la finesse. Enfin, ceux qui ont lu le rapport complet voient bien ce qu'on arrive à comprendre. Et j'ai l'impression que ce qu'il faut pousser maintenant, il faut répliquer les enquêtes épidémiologiques pour y voir clair sur la quantification. Il faut aussi aller explorer, notamment sur les adolescents, quelles sont leurs motivations, qu'est-ce qui fait qu'ils vont à un moment avoir envie d'essayer la cigarette électronique. On sait bien quand ils sont un peu plus âgés que c'est presque toujours dans un processus où ils envisagent le sevrage, parfois à un terme, à moyen terme, long terme, mais en tout cas à l'adolescence c'est un peu différent. Il y a un intérêt pour ce produit-là, et là je crois qu'on a tous intérêt à mieux comprendre ce qui s'y joue et que pour l'instant, c'est pas encore, de mon point de vue en tout cas, très clair. Merci François Bec. Alors je me posais une question parce que le tabac manifestement c'est très addictif, ça nuit gravement à la santé, donc on peut clairement dire que c'est une drogue. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas voir un médecin pour s'en sortir? Pourquoi est-ce qu'il y a à travers la cigarette électronique, on voit que la plupart des gens en fait ils ont essayé de se débrouiller tout seuls. Donc et je voyais dans l'étude là d'Astrid Fontaine qu'il était dit que les gens avaient une assez mauvaise image des substituts nicotiniques. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Anne Borgne, pourquoi toutes ces réticences, pourquoi est-ce qu'on a du mal à se tourner vers le corps médical pour sortir de la cigarette? Alors, bien heureusement, on a la plupart du temps pas besoin du corps médical pour arrêter de fumer, et la plupart des fumeurs vont le faire sans aide médicale, sans technique particulière, ou avec des substituts nicotiniques, dont je rappelle que l'achat est libre en pharmacie, voilà, en accès libre, et que c'est un peu la même chose, on l'a évoqué aussi ce matin, sur d'autres produits où les démarches spontanées sont très fréquentes. Et donc là, la cigarette électronique permet d'avoir un outil
outil pratique qui amène du plaisir, comme vous avez dit, et c'est ça tout son intérêt, enfin un de ses intérêts, c'est la substitution nicotinique, c'est très passif, ça empêche le manque, mais c'est assez passif comme utilisation, alors que la cigarette électronique amène une sensation du plaisir, justement tout un rituel qui est complètement différent de celui de la cigarette, mais qui est un nouveau rituel, dont on pourra dire qu'on pourrait devenir dépendant après, mais reste la question du temps de l'utilisation de la cigarette électronique, qu'on a évoqué également ce matin, ou comme la substitution opiacée, si on doit le garder longtemps, on garde longtemps, comme aujourd'hui, il y a des ex-fumeurs qui sont sous substitut nicotinique pendant très très longtemps, pendant des mois, voire des années, et ça ne pose pas de problème. Donc on voit bien que le recours aux professionnels de santé doit être quand, malgré tous les outils dont on peut disposer seul, on n'y arrive pas. Et que là, le blog de votre compte Facebook, avec des conseils, un accompagnement, l'enjeu du groupe, ou après un professionnel de santé, quel qu'il soit, va pouvoir, qui connaît un peu le sujet, va pouvoir accompagner des gens parce qu'ils ont une polyaddiction, ou parce qu'ils ont un problème de vie, ou des circonstances pas faciles, ou que c'est très compliqué pour eux, et qu'ils auront besoin d'un accompagnement spécialisé. Mais tout le monde n'en a pas besoin. Françoise Godel, on a le sentiment aussi, vous parliez de cette culpabilité du fumeur. Et donc on a l'impression aussi que je suis tombé là-dedans tout seul, ou on croit en tout cas être tombé là-dedans tout seul, et on dit je vais essayer de m'en sortir tout seul. Et donc il y a vraiment cette... vous sentez cette volonté justement d'essayer d'y aller sans soutien extérieur. Sauf que après, on va se raccrocher à une communauté justement que vous évoquiez. Vous savez, les gens qui atterrissent sur un groupe Facebook de 6000 personnes ou 6600 personnes, c'est justement parce qu'ils se sentent seuls qu'ils viennent chercher du soutien. C'est parce qu'ils ont une question, parce qu'ils ont un souci, et que toute personne en sevrage tabagique a besoin à un moment ou à un autre d'espace de parole. Parce qu'arrêter de fumer, c'est pas simplement appuyer sur le bouton stop du tabac. C'est bien plus compliqué que ça, c'est une sortie d'addiction. Donc il y a plein de choses qui se jouent en fonction des histoires personnelles. Les dépendances, comme vous le disiez, ne sont pas simplement ou psychologiques ou physiques, c'est tout un chemin de vie qui se poursuit. Et donc c'est aussi un changement. Arrêter de fumer, c'est changer aussi des choses dans sa vie. Ça peut être accompagné, on en parlait tout à l'heure, par un professionnel. Nous, on a fait un questionnaire sur le groupe, sur 800 personnes qui ont répondu. Là, aujourd'hui, on en a à peu près 17-18% qui vont consulter un professionnel. Et c'est quelquefois parce qu'au cours de ce chemin-là, il y a quelque chose de pas facile qui se vit. Voilà. Donc, c'est un chemin individuel qui gagne toujours, systématiquement toujours, à être accompagné par des pairs, par un professionnel, etc. Et cet accompagnement sera différent au fur et à mesure du chemin, parce que c'est un chemin. Et la question du substitut, quel qu'il soit, pendant un mois, 1 an, 3 ans, 10 ans, quelque part, c'est anecdotique à côté de ce chemin-là, qui est le chemin de sortie d'une dépendance au tabac. Parce que, vous l'avez dit plein de fois aujourd'hui, je le redis, le tabac tue. Et la cigarette électronique ou vaporisateur personnel, c'est une façon aussi de choisir de ne plus mourir. Et ça, c'est important. Il faut revenir au cœur des choses. Et ce qui nous lie, ce qui fait sens, c'est bien ça. Et c'est pour ça aussi qu'on a un groupe. Alors, on a vu justement les réseaux de vapoteurs qui se sont constitués, les sites, les forums, etc. Et là, justement, vous avez demandé aux membres de votre groupe ce que ce groupe leur apportait, en quoi cette communauté les soutenait, en quoi cette entraide en était véritablement une. Les gens viennent sur le groupe pour préparer leur arrêt, bien sûr, pour ne pas se sentir seul, mais aussi pour être accompagnés, pour être conseillés, pour être soutenus, pour faire partie de ce qu'ils appellent une famille, une communauté. Et ça leur permet de se rendre compte qu'ils ne sont pas tout seuls à vivre des trucs un peu bizarres. Genre, j'ai envie de tout casser à la maison, je ne supporte plus mon bonhomme, j'ai faim tout le temps, je suis constipée. J'ose pas vous le dire, mais j'ai des boutons d'acné alors que j'ai 50 ans. Est-ce que c'est normal ?
etc., etc. On arrive à vivre des choses. Et il est 1h du matin, j'ai envie de fumer, au secours, qu'est-ce que je peux faire? Et là, il y a quelqu'un qui répond. Il n'y a pas du silence. Comme je vous l'ai dit, c'est un espace d'expression, de conseil, d'accompagnement, de parole. Et si j'ai arrêté de fumer depuis 1 mois, je peux aussi conseiller, accompagner, aider quelqu'un qui a arrêté de fumer depuis 1 an, si cette personne est en difficulté à ce moment-là. C'est la vie, quoi. Pour autant, on a vu qu'il y avait quand même des échecs. Il ne faut pas présenter non plus la vape comme une solution miracle. Ça ne convient pas forcément à tout le monde, Anne Borgne. Non, ça ne convient pas à tout le monde. Je reviens juste avant sur ce que j'ai dit sur qu'on n'a pas nécessairement besoin d'un professionnel de santé pour arrêter de fumer. Mais par contre, le professionnel de santé a pour mission de toujours aborder la question du tabagisme quand il rencontre une personne, savoir si elle fume, s'il ne fume pas, et lui poser la question sur ses intentions d'arrêt. Et si elle a l'intention d'arrêter, pouvoir lui expliquer un peu comment il pourrait faire. Ça, c'est dans les missions de tous les professionnels de santé, dentistes, sages-femmes, médecins généralistes, pharmaciens, kinés, etc., infirmières, tout le monde. Donc, ça ne marche pas à tous les coups, la cigarette électronique. Ben non, mais rien ne marche à tous les coups. Il y a une démarche, une motivation, des essais, des tests. Et c'est vrai que là, vous disiez que c'est pas facile d'arrêter de fumer. Enfin, voilà. Et quelquefois, j'ai l'impression qu'on délivre des messages qui sont trop négatifs sur c'est super compliqué d'arrêter de fumer et qu'est-ce que c'est douloureux, ce qui fait que les gens n'arrivent pas à passer à franchir un pas. Enfin, on repousse, voilà, en se disant mais j'y arriverai jamais. Alors déjà, on a parlé de la possibilité d'arrêter progressivement, donc pas complètement, de continuer de vapofumer, de prendre des substituts et de réduire sa consommation, de faire tout ce qu'on peut pour changer. Vous parlez de changement, c'est important, de changer quelque chose et d'avancer par étapes et de tester. Et surtout, c'est apprendre à se connaître en essayant et en se fixant des objectifs qui nous paraissent atteignables et en se disant que le Graal, c'est d'arriver à ne plus fumer jamais de sa vie, mais qu'on l'atteindra quand on sera en capacité de l'atteindre et que c'est peut-être après plusieurs nombreux arrêts, et ben on fera plusieurs nombreux arrêts ou périodes de réduction. Donc l'essentiel, c'est d'essayer, c'est de se tester, voilà, et de voir ce qu'on est capable de faire et de voilà, d'essayer les groupes, d'essayer les traitements, d'essayer le professionnel de santé, d'essayer son voisin, de le faire en couple ou pas en couple. Quelquefois, ça mène au divorce d'arrêter de fumer à 2. En tout cas, voilà, d'essayer. C'est pas de l'expérience personnelle. François Bec, il y avait d'ailleurs, il y a peu de temps, on a expérimenté en France le mois sans tabac. Ce sont des initiatives qui peuvent faire avancer les choses ? Bah oui, indéniablement, oui. Parce que on voit bien, on l'a évoqué à plusieurs reprises aujourd'hui, les sorties, elles peuvent se faire de plusieurs façons et elles peuvent parfois se faire de façon plurielle, c'est-à-dire en s'appuyant sur le mois sans tabac et sur la cigarette électronique, par exemple, ou voilà, tout un tas d'autres choses. Donc oui, complètement. Et alors, quand on est passé à la vape, est-ce qu'on se sent encore fumeur ? Est-ce que vous avez des indications là-dessus, François Bec ? Non, on n'a pas étudié. Je pense que ça dépend vraiment des individus, en fait. Mais les représentations, à ce point-là, je ne sais pas. Peut-être Astrid, tu as ça dans ton étude, non ? Non, pas vraiment. Enfin, ce qu'on a rencontré, nous, plutôt, c'est pour des gens pour qui ça a marché, qui étaient des gros fumeurs, qui ne se seraient jamais dirigés vers un médecin, qui auraient toujours refusé cette identification à la maladie, je suis toxicomane, il faut que je me soigne et que je rentre dans un processus d'accompagnement médicalisé, et qui, par contre, presque du jour au lendemain, pour certains, disent la cigarette, c'est fini, quoi. Donc il y a quand même une rupture très forte, même s'il faudrait, dans l'idéal, les interroger dans quelques années pour savoir comment ça a évolué, mais... Françoise Godel, dans les retours que vous avez eus parmi les membres de votre groupe, justement, il y a, est-ce que quand on est vapoteur, on dit encore, on s'assimile encore aux fumeurs, ou est-ce qu'on a... Ben non. Quand on est vapoteur, on n'est plus fumeur. Quand on est passé complètement à la cigarette électronique, ça n'a rien à voir avec la cigarette tabac. Donc on n'est plus fumeur. On se pose ces questions-là avant de s'y mettre. Parce que on lit, parce qu'on entend, parce qu'il y a, mais quand on y est, on se rend bien compte que c'est pas pareil. On se rend bien compte que c'est plus du tout la même chose. On est à des années-lumière. Quand on a fumé, qu'on sait ce que c'est fumer des clopes, et qu'on passe au vaporisateur personnel, ça n'a rien à voir. Donc, bien évidemment,
on ne fume plus. Et d'ailleurs, on compte les jours et on dit, ça fait 6 mois que je fume plus. J'en reviens pas. J'y croyais pas. Anne Borgne. En effet, encore un message important à transmettre, parce qu'on parlait de l'arrêt et de l'accompagnement des proches, par exemple. Et moi, j'ai un certain nombre d'expériences qui me sont rapportées de fumeurs qui se mettent à vapoter et qui reçoivent des messages négatifs de leur entourage qui leur disent « Ah bah ouais, c'est pareil, tu vapotes, pareil, c'est comme si tu fumais ». Et donc, quand on sait qu'on a besoin du soutien, du coaching de son entourage, on perd un des soutiens, justement, qu'on peut avoir par l'entourage, d'où l'information positive. Mais en même temps, puisqu'on parle de la place de la e-cigarette, de la vaporette, la vapoteuse, c'est vrai que ce mot e-cigarette est très gênant, dans la société, on est censé pas en faire la promotion actuellement. C'est-à-dire que quand moi je fais une émission de radio, de télé, voilà, et que je parle à du public et que je vante les mérites de la cigarette électronique, je suis normalement hors la loi. Je n'ai pas à faire la promotion de cet instrument. Donc il faut absolument changer la loi et faire qu'on puisse communiquer positivement sur la cigarette électronique pour aider les fumeurs. Alors, pour autant, est-ce qu'on pourrait présenter la cigarette électronique comme un médicament? J'ai l'impression que ce serait problématique, en tout cas pour les utilisateurs, on va y revenir avec eux, mais du point de vue des professionnels de santé. Alors je crois que c'est en effet c'est une excellente question qui mérite d'être encore débattue, sauf que si ça devenait un médicament, la cigarette électronique serait obligée de passer par les méandres de l'autorisation de mise sur le marché, des coûts de fabrication, etc. Et une obligation de prix, enfin plein de choses très très compliquées qui en restreindraient l'accès. Donc il faut que ça reste un produit d'utilisation courante, mais que cet ustensile, un instrument, soit utilisé aussi par les professionnels de santé. Donc ça reste d'usage courant, mais un outil aussi pour les professionnels de santé, même s'ils n'ont pas besoin de faire une ordonnance pour que les usagers puissent en bénéficier. François Bec, sur cette question. Non, je n'ai rien à ajouter de particulier. Françoise Godel, pour les personnes qui passent à la vape, est-ce que vous pensez que leur dire c'est un médicament parce que c'est un outil de sevrage, est-ce que c'est la bonne méthode ou est-ce qu'au contraire... Oh, pardon, excusez-moi. Finissez, excusez-moi. Non, c'était simplement ou est-ce qu'au contraire ce serait d'une certaine manière un frein en fait, puisque les gens manifestement ont évité dans un certain nombre de cas les pharmacies, les médecins. Je ne crois pas que les gens évitent les pharmacies. Je crois que beaucoup de vapoteurs, en tout cas pour ceux que je connais, ils ont essayé les pharmacies. Les gens qui passent au vaporisateur personnel sont souvent des gens qui ont tenté l'arrêt du tabac, qui se sont collés des patchs, qui ont pris les inhaleurs, qui ont sucé des pastilles. Ils en sont revenus. Ils ont essayé. Ça fait partie de leur cheminement aussi de l'arrêt. Ensuite, ils passent à autre chose parce que justement, ça a été difficile et que c'est vrai que bon, c'est pas toujours évident. Et puis que c'était pas le moment, etc., etc. Il y a plein d'histoires. C'est de l'individuel. En parler comme un médicament, non. Non, moi je partage ce qui a été dit. Je pense que c'est un produit de consommation courante qui doit être développé comme tel et qui doit être mis au service des usagers et conseillé par les professionnels de santé, c'est-à-dire qu'il soit au service de tout le monde, tout simplement. Mais alors François Bec, si vous disiez que jusqu'à présent la vape n'a pas été un point de départ pour aller n'a pas été une entrée en fait dans l'addiction à la nicotine. Est-ce que si la cigarette électronique trouvait une place plus importante en France, est-ce que ça ne risquerait pas de le devenir ? C'est difficile de répondre à cette question parce que, en tout cas, moi, les outils d'épidémiologie que je connais ne permettent pas de faire de la prospective. On peut plutôt de l'analyse de ce qui s'est passé, mais on peut quand même dire quelque chose à ce sujet-là. Ce qui fait quand même l'addiction, c'est beaucoup autour de la nicotine. Et donc, il y a déjà cette question de ce qui est consommé dans la vapoteuse. Et après, il y a tout ce qui relève plus de la gestuelle. Mais en tout cas, nous, sur ce qu'on a pu observer, on voit bien que cette mécanique-là ne semble pas en place.
pour être capable de le démontrer complètement, il faudrait pouvoir démêler tout ce qui est en train de se passer en ce moment en France, par exemple. Alors, en ce moment, il y a une politique très forte de dénormalisation du tabac, donc beaucoup d'actions publiques qui sont menées contre le tabac. Et puis, il y a eu la e-cigarette au milieu de tout ça. Et ça, démêler cet effet-là, bon, il y a des méthodes épidémiologiques qui tentent de le faire, mais ça reste quand même un petit peu fragile. Donc, ce qui nous laisse penser qu'il y a très peu de risques de glissement de la cigarette électronique vers la cigarette normale, c'est que pour l'instant, sur les chiffres, on en voit peu. On voit un recours à la cigarette électronique qui accompagne parfois le tabac à l'adolescence dans un processus plutôt expérimental. On voit bien que chez les jeunes adultes, c'est un processus de gestion de plusieurs outils qui intéressent plus ou moins. Et puis, à partir de grosso modo 30 ans, ça devient véritablement un outil de réduction des risques. Et c'est l'entame d'une démarche de sevrage pour laquelle on se donne plus ou moins de temps. Enfin, ça, on a déjà pas mal évoqué ça. On a peut-être le temps pour une ou deux questions. Madame, est-ce qu'on a un micro qui circule ou... Brigitte Métadieu, je suis tabacologue en XAPA. Je me posais des questions sur la suite. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il y a eu une première vague de personnes très intéressées par le fait de faire eux-mêmes leurs produits, leurs vapoteuses, etc. Et je pense au public ou aux personnes sur la France qui n'ont pas forcément accès à ça ou pas forcément, qui sont pas forcément intéressées par ça. Et je me dis que l'accès aux médecins traitants n'est pas facile non plus et que bien souvent le maillage du territoire se fait par les pharmaciens. Et donc je me demande comment on peut préparer l'avenir là, c'est-à-dire pour une autre partie de la population qui là est déboutée par le pharmacien qui n'a pas forcément envie ou qui peut pas en tout cas lui prescrire ou lui vendre de cigarettes électroniques. Donc je me demande comment élargir encore plus l'accès à la vapoteuse de la population française et pas seulement parisienne ou voilà. C'est la santé publique peut-être bien. Je pense que le territoire français est très très bien couvert par les boutiques de vente de cigarettes électroniques. Moi qui ai vécu 1 an en Bretagne, dans la petite ville où j'habitais, il y avait 3 boutiques de cigarettes électroniques. Et que la nécessité, c'est ce qu'on a dit tout au long de la journée, c'est que, à part ceux qui sont dans la salle et d'autres qui sont déjà formés, qui ont eu les formations de Jacques ou d'autres et qui sont très intéressés très au fait du sujet, c'est de s'assurer d'un espèce de label qualité, je ne sais plus comment tu as appelé ça, de certification du conseil donné en boutique, et que c'est ça qui va couvrir le territoire plutôt que les pharmacies. Et puis, bon, si je peux rajouter un petit truc, ça fait 15 ans que les pharmaciens ont les substituts nicotiniques. On n'a pas vu vraiment d'effet sur la population de fumeurs. Oui, mais ceux-là, rien ne les empêche et ils continuent d'aller voir les tabacologues, d'aller en pharmacie s'ils ont envie. Il faut comprendre une chose, 80% des fumeurs arrêtent seuls et n'ont pas envie de passer par un parcours médical. La vape est là pour résoudre ce problème-là. Donc, c'est pas si ça vient en pharmacie, si c'est médicalisé, etc., on perd tout le bénéfice de ce que représente la vape pour les fumeurs. Sauf si la pharmacie vient en plus du reste, si les médecins sont mieux sensibilisés, que les pharmaciens le sont, etc. Alors, nous avions plusieurs mains qui s'étaient levées. Bonjour, j'ai une question pour vous, monsieur François Bec. Je me suis fait quelques calculs en lisant les chiffres de l'FDT. De 2010 à 2014, j'ai cru lire une baisse des ventes de tabac de l'ordre de 13,8%, pour être assez précis, 13,8%, quand on consolide de 2010 à 2014. Puis 2015-2016. Ça se stabilise, 2015-2016, ça a un petit peu augmenté en 2015, un petit peu baissé en 2016. Parallèlement à ça, l'Eurobaromètre 2014 nous indique, avec justement l'étude de Jacques Lewezek, qu'il y aurait a priori 1 million de vapoteurs exclusifs en France, donc en 2014, et qu'il y aurait à peu près 2 millions de vapofumeurs. Donc si on prend la consommation moyenne, si on fait un petit calcul en croix, j'ai l'impression qu'on retrouve en fait les vapoteurs détectés par l'Eurobaromètre sur ces années 2010-2014.
je lis pas ça vraiment dans les conclusions de l'OFDT. Donc, quels sont vos moyens, vous, pour arriver à vraiment lire ce qui se passe? Parce que les chiffres sont assez parlants, mais on n'a pas l'impression qu'ils sont vraiment, je dirais pas révélés, mais qu'ils sont vraiment identifiés. Donc nous, on a pu faire ce calcul-là sur les données de 2014, et donc on avait trouvé qu'il y avait à peu près 500 000 personnes qui avaient arrêté de fumer assez directement grâce à la e-cigarette. Alors pourquoi c'est compliqué? Parce que arrêter de fumer, c'est pas quelque chose d'immuable. C'est-à-dire que nous, on fait, comme tout le monde, on interroge des personnes qui ont leur propre représentation de ce qu'elles sont en train de vivre, et donc du coup, il y a une partie d'entre elles qui malheureusement recommenceront à fumer, d'autres qui sont en train de commencer à y arriver. Donc il y a quand même autour de ces chiffres-là pas mal d'incertitudes. Et donc là, nous, les derniers chiffres sur lesquels on a pu travailler, c'était ceux de 2014. On va avoir en 2016, avec Santé publique France, une nouvelle donnée. Alors est-ce qu'elle se rapproche de l'Eurobaromètre? C'est probable qu'il y ait un petit peu plus de gens à avoir réussi à arrêter. Moi, ce que je vois, c'est que de toute façon, 400 000 fumeurs qui ont réussi, c'est énorme. Donc c'est quelque chose de très conséquent, qui, je pense, pèse aussi dans les discussions qui ont cours dans le débat public autour de cette notion d'efficacité qu'on a vu très vite sur la diminution, ça c'est très clair. Sur l'efficacité dans l'arrêt, c'était plus controversé au départ. Je pense que maintenant, ça l'est nettement moins. Surtout si on accepte cette idée que ce soit un chemin pas forcément avec une réussite immédiate. Voilà. Alors sur l'Eurobaromètre, ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est une enquête qui est vraiment intéressante parce qu'elle a un petit peu de profondeur temporelle. Après, elle a aussi ses fragilités à elle. C'est des échantillons un peu plus petits aussi. Voilà. Moi, j'ai quand même le sentiment qu'on dit tous des choses assez proches autour de tout ça. Est-ce que demain, il ne serait pas plus intéressant de sortir la vape en fait du contexte de la transposition européenne dans le droit français, à savoir avoir une réglementation qui soit axée uniquement sur les produits de la vape et une réglementation qui soit axée uniquement sur les produits du tabac, de manière en fait à pouvoir assouplir les dispositions liées à la cigarette électronique, tout en y apportant du civisme, comme on a pu le voir ce matin. Quel est le fond de votre pensée en fait à ce sujet? Est-ce que c'est un produit qui doit rester fondamentalement tabac, ou est-ce que c'est un produit qui doit avoir sa propre réglementation? Alors, question partiellement censurée, mais vous avez compris l'essentiel. Alors, comme le RESPAD et l'OFDT, c'est pas tout à fait la même structure, ni avec la même échafaudage. Je vais parler pour le RESPAD. Oui, le RESPAD, on est tout à fait d'accord qu'il faut, il faut sortir la cigarette électronique de la législation qui concerne le tabac. Voilà. Donc ça, c'est un avis associatif d'une association d'établissements de santé avec des administrateurs. Mais donc l'OFDT, qui est plus une agence d'État, si je dis pas de bêtises, non? Non, pas tout à fait. Voilà, donc je passe le micro à François. Alors on est un groupement d'intérêt public, donc avec une indépendance scientifique, mais on est aussi proche de la mission interministérielle de lutte contre les conduites addictives. Voilà, moi ma réponse elle est un peu différente parce que nous c'est pas notre mission de rendre ce genre d'avis. Nous on est là pour observer, essayer de comprendre comment les fumeurs se débrouillent de ces nouveaux outils, qui sont les vapoteurs. Donc voilà. On s'arrête là? Une dernière? Une dernière. Bonjour, je m'appelle Sylvaine, j'ai une boutique de vape en Bretagne. Et nous, en boutique, c'est une question pour Françoise en fait. En boutique, on observe très souvent, suite à la diabolisation du vapoteur personnel, mais aussi de la nicotine, des clients qui arrivent et qui ont peur de vaper en fort dosage de nicotine, et malheureusement ils ratent leur arrêt du tabac. Donc je dis pas le sevrage, je dis l'arrêt du tabac à cause de ça. Et est-ce que malheureusement sur le groupe Je ne fume plus, on constate cette même peur de la nicotine et qu'il y a d'autres gens qui se retrouvent en difficulté à cause de ça? Oui, tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. C'est bien pour ça qu'on a structuré l'information sur la vape et le conseil sur la vape sur le groupe Je ne fume plus. Je ne fume plus, c'est un groupe multi-arrêt. On a des gens qui fument et qui aimeraient bien arrêter un jour. On a des gens qui se collent des patchs. On a des gens qui qui lisent Alan Carr. On a des gens, etc. On a tout. On a à peu près 40-45% de vapoteurs. Et on a structuré la réponse à la vape, pas simplement pour des questions de matos, de matériel technique, mais bien aussi pour un conseil au niveau du dosage de nicotine. Parce qu'on a trop de gens qui hésitent à bien doser ou
ou à mettre ce dont ils ont besoin tout simplement dans leur vape, voire qui hésitent aussi à se coller un patch en plus si besoin est. Hein, on l'a vu, ce sont des techniques qui marchent bien pour autant. Donc oui. Et c'est là à nouveau, une fois de plus, tout un accompagnement pour que les personnes osent augmenter le dosage et dire ça va quand même mieux. Voilà. Mais là, on a aussi la valeur de l'exemple, c'est-à-dire que si quelqu'un dit, écoute, là, c'est dur pour toi, mais moi, voilà ce que j'ai fait, et ça a marché, ça encourage aussi les gens à le faire. Alors, bien évidemment, les gens ne prescrivent pas, mais ils disent leur parcours, tout simplement. Merci à tous les quatre. Ce qu'on peut noter, c'est en tout cas un très grand enthousiasme de la part des vapoteurs qui se sentent acteurs de leur sevrage et qui ont besoin d'être beaucoup plus encouragés que stigmatisés, avec aujourd'hui encore un déficit important d'information et de formation. Merci beaucoup.